3 projets de loi ont été votés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment du texte relatif à la lutte contre le sida et celui portant statut des rois et chefs traditionnels. Après la phase de sensibilisation et de soutien aux victimes des pluies diluviennes, place au déguerpissement. La démolition des habitations dans les zones à risque a débuté hier. Le coup d'envoi de l'opération a été donné dans la commune d'Atekoubé par le ministre chargé de la Défense. Le Cameroun prend des mesures contre Boko Haram. Les autorités de Yaoundé ont renforcé les contrôles à la frontière dans la région de l'extrême nord pour se protéger des infiltrations de combattants djihadistes de Boko Haram venus du Nigeria voisin. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Commençons tout de suite par l'Assemblée nationale où 3 projets de loi ont été votés aujourd'hui. Les députés en séance plénière ont voté à l'unanimité le texte relatif à la lutte contre le VIH-Sida, celui portant statut des rois et chefs traditionnels et le projet de loi pour autoriser le président de la République à ratifier le nouvel accord de défense entre la Côte d'Ivoire et la France. Le reportage de Léon Pro. Plus qu'un pas, la promulgation par le président de la République de la loi portant statut des rois et chefs traditionnels pour la valorisation des autorités coutumières de Côte d'Ivoire. Ce texte qui définit les privilèges auxquels doivent avoir droit les rois, les chefs de province, de tribus, de cantons et de villages vient d'être définitivement voté ce jour par l'Assemblée nationale. Idem pour la loi relative à la lutte contre le VIH et le sida. Ce deuxième texte organise en 25 articles la prévention de la maladie et de son virus, la protection des personnes vivant avec le VIH, les malades et les orphelins du sida, ainsi que la répression en matière de lutte contre la pandémie. Troisième loi prise ce vendredi par les députés, celle pour autoriser le président de la République à ratifier le nouvel accord de défense entre la Côte d'Ivoire et la France, signé en 2012. La délibération sur ces 3 textes a duré moins de 3 heures, non pour leur manque de pertinence, mais parce qu'ils ont été déjà si bien examinés en commission que les interventions ont consisté seulement en des observations de forme. Mieux, l'intérêt de ces lois pour la nation est tel que toutes les 3 ont été votées à l'unanimité des 216 députés présents à cette plénière. Après la phase de sensibilisation et de soutien aux victimes des pluies diluviennes, place au déguerpissement. La démolition des habitations dans les zones à risque a débuté hier et le coup d'envoi de l'opération a été donné dans la commune d'Atekoubé par le ministre chargé de la Défense. Première étape, Mosikro, quartier situé au flanc d'une colline, zone à haut risque d'éboulement. L'initiative du gouvernement vise à mettre fin au drame causé par les pluies diluviennes, nous explique Awa Sissé. Et le commentaire est signé du Gavibli. Le mois de juin 2014 a été marqué en Côte d'Ivoire par des pluies diluviennes causant des inondations, des glissements de terrain et pertes en vie humaine dans de nombreux quartiers d'Abidjan. Le gouvernement ivoirien, après avoir sensibilisé et soutenu les sinistrés de ces dernières pluies, passe à la phase active de démolition des habitations à haut risque. L'opération a été lancée jeudi par le ministre chargé de la Défense Paul Kofi. Dans la commune d'Atekoubé, le quartier de Mosikro, situé au flanc d'une colline à haut risque d'éboulement, est la première étape de cette opération. Suivront les communes d'Ambobo, de Yopougon, de Koumassi et de Cocody. Donc à partir de maintenant, ils vont passer dans ces quartiers pour faire ces opérations. Mais en même temps qu'on fait ça, on est très conscient qu'il faut aider les populations. C'est pourquoi le gouvernement a prévu des kits financiers, 150 000 francs par ménage. Et aussi, il y a des gens qui ont construit sur les caniveaux. Il faut aussi les détruire. Vous savez que dans ce genre d'opération, les populations ne sont pas toujours contentes de partir, mais c'est pour leur propre bien. Vous voyez, on ne peut pas non plus regarder les populations mourir. Le gouvernement a une responsabilité. Les populations des zones à haut risque seront délocalisées vers des sites sécurisés, une opération à laquelle elles sont favorables. En tout cas, c'est comme moi je demande à la population, on n'a qu'à s'entendre tout, réunir tout à notre espoir ensemble, et puis on va aller où ils vont nous amener. Il est tombé 597 mm de pluie en juin, faisant de nombreux dégâts dans des zones à haut risque. On compte 27 décès, des dizaines de blessés et des centaines de familles sans abri.
On ouvre à présent la page éducation de cette édition. Les ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, en réunion depuis hier à Abidjan, viennent d'achever leurs travaux. Thème de cette 56e session, éducation inclusive et de qualité pour tous en francophonie, défis, priorités et perspectives pour l'après 2015. Les ministres de l'éducation ont fait le bilan du système éducatif dans l'espace francophone, bilan jugé positif par les participants, mais tous soulignent qu'il faut mettre en marche le plus rapidement possible les PT, c'est-à-dire l'enseignement inclusif et de qualité pour tous. Ce processus devrait permettre de scolariser en 2015 57 millions d'enfants et donner la possibilité à 69 millions d'adolescents de détenir des compétences de base dans le monde francophone. Et l'ouverture des travaux de cette conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie a eu lieu hier. Et c'est la ministre de l'Éducation nationale de l'enseignement technique, Kandia Camara, qui a été portée à la tête de la conférence. L'Ivoirienne a été désignée par ses pairs pour présider aux destinées de la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie. C'est un témoignage de Michel Digré. L'hymne national de Côte d'Ivoire chanté à l'unisson à la 56e session de la conférence des ministres de l'éducation des pays ayant le français en partage. Le drapeau ivoirien honoré et pour cause, la ministre Kandia Camara reçoit un autre drapeau, celui de la Confémène. Elle vient ainsi d'être désignée par ses pairs pour diriger l'organisation pour les 2 années à venir. En nous confiant, à moi-même et à mon pays, la conduite de notre organisation, vous nous témoignez une confiance qui nous émeut au plus haut point. Nous mesurons aussi la charge inhérente à cette responsabilité. J'ai pu vous assurer que nous ferons les efforts requis pour être à la hauteur et pour que la Confémène écrive pour les 2 années à venir de nouvelles pages glorieuses. Écrire de nouvelles pages glorieuses de l'éducation dans le monde francophone, le défi est exaltant au regard des épreuves à surmonter. Pour bâtir un monde meilleur, il faut veiller en effet à une formation adéquate de notre jeunesse, en vue de constituer un capital humain de qualité, capable de relever de façon endogène les défis du développement pour qu'elle s'engage demain à relever les défis de la vie. Pour jeter les bases de la stratégie afin de garantir un système éducatif inclusif et de qualité dans l'espace francophone, les travaux de réflexion des experts ont démarré depuis le 3 juillet et s'achèvent ce samedi. Des fraudes massives ont été constatées à l'examen du BEPC session 2014 dans certaines localités. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a donc annulé des résultats des résultats du BEPC dans certaines localités. Explication dans ce reportage. L'affaire fait grand bruit en ce moment. Les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2014 dans les localités de Gadouan, Botro, Ouangolodougou et Bonirédougou ont été annulés suite à des irrégularités constatées selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. 96,20% à Gadouan contre 49,95% en 2013, 94,51% contre 58,03% en 2013 à Botro, à Ouangolodougou 95,91% contre 21,76% en 2013 et 21,35% en 2013 à Bonirédougou contre 93,92% cette année. Des chiffres qui font peser des soupçons. Il a été constaté de graves irrégularités, de copies conformes de candidats dans plusieurs matières. L'utilisation de feuilles de composition différentes de celles de la présente session. Le non-respect du barème national par certains correcteurs. Tous ces éléments de preuve montrent que la fraude est belle et bien établie. Suite à la reprise des corrections, la nouvelle délibération donne 59,40% à Gadouan, Botro 49,90%, 60,05% pour Ouangolodougou et 35,35% pour Bonirédougou.
Des nouveaux résultats qui retirent plusieurs élèves de la liste des admis. L'arrêté interministériel relatif aux sanctions en cas de fraude commise par les candidats et acteurs, en son article 8, qui prévoit ceci. Tout candidat admis frauduleusement par erreur ou en infraction au texte réglementaire en vigueur est systématiquement ajourné. Les autorités ivoiriennes sont donc engagées à éradiquer toute axe de fraude du système éducatif. Pour l'heure, des enquêtes sont en cours afin d'épingler les acteurs impliqués. Et le reportage de Konaté Moussa était commenté pour vous par Grace Kando. On reste à l'intérieur du pays, cette fois-ci dans le département de Thiéboussou, où l'ambassade de Suisse vient de renforcer la capacité d'accueil de l'école primaire de Kouasikro. C'est un bâtiment de 3 classes qui a été offert aux populations. La cérémonie de remise des clés s'est déroulée en présence de nombreux cadres de la région et de l'ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire. Le témoignage de Thérèse Tapeyoboué. Un bâtiment de 3 classes pour l'école primaire publique du village de Kouasikro dans le département de Thiéboussou. Il a été construit et entièrement équipé par l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire. Les clés du bâtiment ont été remises à la population en présence des cadres, des autorités administratives et traditionnelles de la région. L'école, c'est notre avenir, c'est votre avenir. Il y a des choses dont on peut s'en passer. Par contre, la santé et l'éducation, c'est les 2 choses qui ne peuvent pas manquer. Ces actions ont été possibles grâce à un fils du village, le général de division Gervais Kwasi-Kwaku, commandant supérieur de la gendarmerie. C'est donc à juste titre qu'il a été salué par les intervenants pour sa vision et son engagement à œuvrer pour le développement de son village. Quant au représentant du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, il a salué l'acte de générosité du peuple suisse, un acte qui, selon lui, vient renforcer les actions du gouvernement en ce qui concerne l'accès à l'éducation. Il a profité de cette occasion pour offrir du matériel de jardinage à la direction de l'école pour améliorer le cadre de vie des élèves. Lui emboîtant le pas, le maire de Yamsokro a offert, lui, des kits scolaires à l'école. En marge de cette cérémonie, le directeur départemental de la santé a procédé à la pose de la première pierre du futur centre de santé de la localité. Offert par le chef de l'État dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, ce centre sera composé d'un dispensaire et d'une maternité. 19 services bancaires seront gratuits à partir du 1er octobre prochain. La BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, vient de le notifier au système bancaire de l'espace UEMOA. L'objectif est d'accroître le taux de bancarisation dans la sous-région et le reportage est d'Adama Kone. Annoncé le 8 mai dernier, c'est le 1er octobre prochain que les banques commenceront à appliquer la gratuité sur certains services. Ce sont au total 19 prestations qui, à compter du 1er octobre 2014, ne seront plus facturées. Entre autres, l'ouverture de compte, la transmission du relevé de compte, le dépôt et le retrait d'espèces aussi bien au guichet ordinaire qu'automatique de la banque du client, la consultation de soldes, le virement dans la même banque. Pour la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, cette gratuité de service doit ouvrir davantage les banques aux populations. Avec l'instauration d'une quotité cessible flexible allant de 35 à 55% et d'une quotité saisissable de 33% par le gouvernement ivoirien, les usagers des banques en Côte d'Ivoire pourront franchir les portes de ces établissements avec plus d'enthousiasme. Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, abritera du 15 au 20 septembre prochain la première conférence internationale sur la certification des produits agricoles. Il s'agit notamment du café et du cacao, le palmier à huile, le beurre de karité, la noix de cajou. L'objectif est de regrouper les différents acteurs du secteur agricole pour échanger autour des éléments à prendre en compte dans le processus de certification, entre autres le financement des programmes de certification, la lutte contre le travail des enfants et la promotion des gens. Près de 400 participants sont attendus à cette conférence sur la certification des produits agricoles ivoiriens.
Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle a rendu visite hier à 4 promoteurs d'entreprises pour évaluer leurs besoins et apporter le soutien de l'État. Moussa Dousso a fait escale dans les communes de Cocody, Adjamé et Koumassi, Bentouré, Léon Brou pour les explications. Tout comme Soirée Ibrahim, détenteur d'une entreprise de production et de commercialisation de pâtes d'arachide ici à Cocody-Angré, ils sont 55 jeunes ivoiriens dans le district d'Abidjan à bénéficier du programme d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes. Une initiative de l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, financée à plus de 100 millions de francs CFA. C'est vraiment l'accompagnement des jeunes promoteurs pour la création d'entreprises formelles. Et les secteurs qui sont couverts incluent l'agroalimentaire, les métiers, la restauration, les services agro-industriels. Partenaire au projet, l'État de Côte d'Ivoire, via le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Le ministre Dosso Moussa a visité 4 de ces 55 promoteurs d'entreprises. Ils exercent dans la production et la commercialisation des produits cosmétiques, dans la transformation du manioc en attiqué et dérivés, enfin, dans la coiffure, l'esthétique et les soins corporels. L'objectif est clair. Aider à la transformation, tous azimuts, des matières premières produites en Côte d'Ivoire. Maintenant, l'État, en fonction des initiatives, aidera à accroître ces initiatives. À tous ces 6,5 millions de sans-emploi composés majoritairement de jeunes, le ministre d'État, Dosso Moussa, a demandé de fréquenter les structures telles la GFOP, la GEF, l'INIE, pour qu'eux aussi puissent bénéficier de ce genre de programme. Le reportage de Bentouré était commenté par Gabriel Zani. La pêche illicite fait perdre plus de 11 000 milliards de francs CFA aux États. Une ONG britannique apporte donc son soutien à la Côte d'Ivoire, notre pays, dans le cadre de la lutte contre cette pêche illicite. Experte dans le domaine de l'environnement, l'ONG a offert des appareils de surveillance satellitaire au ministère des Ressources animales et halieutiques. Ces appareils vont détecter désormais les navires étrangers qui pratiquent la pêche de façon illégale dans l'espace maritime ivoirien. Le reportage de Serge Mogomé est commenté par Grace Kando. La pêche illicite, encore appelée la pêche in, est une pêche non déclarée et donc clandestine, très souvent pratiquée par les navires étrangers dans l'espace maritime d'un autre pays. 37% des poissons et autres produits de la mer proviennent de cette pêche illégale. Une activité qui cause un manque à gagner de 11 750 milliards de francs CFA aux pays disposant d'une surface de pêche sur la mer. Outre cette perte financière, la pêche illicite qui ne respecte aucune règle provoque la destruction de la faune et de la flore sous-marine. Les eaux ivoiriennes sont menacées, d'où ce don de l'ONG EJF Environmental Justice Foundation à l'État de Côte d'Ivoire. 4 appareils de système VMS destinés à la surveillance des navires. Des appareils d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA. Ce sont des balises que l'on peut placer à bord des navires et les surveiller à distance depuis un écran d'ordinateur très simplement et pouvoir surveiller leurs mouvements et s'assurer que par exemple ils ne vont pas dans la zone réservée à la pêche artisanale, des zones qui leur sont prohibées et qui sont évidemment très destructrices de l'environnement. En plus de ces appareils, un documentaire réalisé en Côte d'Ivoire par l'ONG EJF pour sensibiliser décideurs et populations sur les dangers de la pêche illicite. Toutes ces actions sont saluées par Adjoumani Kwasi, ministre des Ressources animales et halieutiques. Notre pays dispose désormais d'un instrument politique qui oriente l'action publique en la matière. Actuellement, des inspecteurs sont en formation afin de mieux les outiller pour accomplir leur mission d'inspection, de contrôle des navires et d'application des lois, des règlements et des textes internationaux pertinents. EJF Environmental Justice Foundation est une organisation non gouvernementale internationale basée à Londres.
Et une autre lutte qui se renforce en Côte d'Ivoire, c'est la lutte contre le paludisme. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida vient justement d'offrir un important lot de matériel sanitaire à des structures de santé publique et des institutions de recherche. Ces dons visent à améliorer la prise en charge du paludisme en Côte d'Ivoire. Nous Sangaré, Grace Kando. Le paludisme tue au moins un enfant toutes les 30 secondes dans le monde. Et en Afrique, un enfant sur 5 meurt de cette maladie, selon Rollback Malaria, une ONG de lutte contre le paludisme. En Côte d'Ivoire, cette pandémie représente 43% des motifs de consultation dans les centres de santé ainsi que 40% des causes d'absentéisme en milieu scolaire et professionnel. C'est pour freiner cette maladie que le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a offert un lot de matériel sanitaire aux différentes structures de la santé publique. Un lot composé de 70 microscopes, 36 motos, 1800 vélos et 2 camions de 16 tonnes pour la nouvelle pharmacie de la santé publique, ainsi qu'une quantité de kits de réactifs pour la goutte épaisse destinée au laboratoire. Valeur totale à plus de 242 millions de francs CFA. Avec toutes ces motos, avec tous ces microscopes, le diagnostic sera fait rapidement, partout. Et gratuitement, on n'aura plus besoin de demander aux parents et aux malades de payer pour la goutte épaisse. C'est une nouvelle stratégie qui arrive et que les agents de santé vont aller jusqu'à dans les domiciles pour communiquer avec les patients et les habitants. Je pense qu'on aura vraiment un impact important sur le paludisme, surtout en ce qui concerne les femmes enceintes et les enfants. Ce lot de matériel va permettre à ces différentes structures sanitaires d'être performantes. Nous sommes très contents. Parce qu'avec cette moto, les agents de santé communautaire pourront aller même dans les villages les plus reculés pour pouvoir prendre en charge les malades. Ce sont au total 52 districts sanitaires qui bénéficieront de ces dons. Le président de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, vient de recevoir à Zouaouyens une délégation de chefs de canton et de villages de la région du Bafing. Ils sont allés lui témoigner leur reconnaissance pour ses actions de paix et de développement. Le récit est de Mamadou Kwasi. Des chefs traditionnels Maouka chez le président de l'UDPCI, Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire. Les chefs cantons et chefs de village, accompagnés des guides religieux et des femmes, sont allés exprimer leur reconnaissance au docteur Albert Maroutoakus. Un acte de gratitude selon eux pour ses actions en faveur de la paix, de la réconciliation et du développement, mais surtout pour son soutien au président Alassane Ouattara. Les chefs traditionnels Maouka ont félicité le docteur Albert Maroutoakus pour son attachement à la région du Bafing. Ils l'ont invité à continuer de soutenir les actions de paix et de développement du président Alassane Ouattara. Touché par le déplacement des chefs traditionnels jusqu'à Zouaouyens, son village natal, Albert Maroutoakus leur a demandé en retour de multiplier les prières en faveur de la paix et pour le président de la République afin qu'il atteigne son objectif, celui de développer la Côte d'Ivoire. Pour terminer, le président du parti Arc-en-Ciel a exhorté les chefs traditionnels et guides religieux à sensibiliser les populations pour que la paix et la cohésion sociale règnent en Côte d'Ivoire, source de développement socio-économique. Le tournoi de football doté du trophée Ado le bâtisseur se jouera dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire et dans le district d'Abidjan. Il a pour objectif de faire la promotion des réalisations du président de la République à travers le sport. Le récit est signé Ange Assoukro. Depuis sa nomination le 30 mai 2014 au poste de secrétaire général adjoint du RDR chargé de la mobilisation, le ministre Philippe Légré est au front. L'un des pans de son projet, mobilisé autour des actions du président Alassane Ouattara à travers le sport. Ainsi, il a décidé d'organiser un tournoi de football qui se disputera dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire et à Abidjan. Cette compétition qui se déroulera donc sur toute l'étendue du territoire national est dotée du trophée Ado le bâtisseur. Il faut permettre au sport, en ce qui nous concerne, de rassembler les jeunes, de rassembler les populations de tout âge, afin de pouvoir passer le message de la mobilisation, de dire aux populations ce que le président Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire et ce que le président Ouattara veut faire pour la Côte d'Ivoire et comment il veut amener la Côte d'Ivoire à l'émergence en 2020. Pour réussir ce tournoi de football, la contribution de toutes les bonnes volontés est espérée par le ministre Philippe Légré. Les sponsors qui sont en Côte d'Ivoire, qui aiment le président Ouattara,
qui veulent que le président Ouattara ait un second mandat et le président Ouattara, dont la politique permet à ces sponsors-là d'être sur place et de travailler dans la sérénité, de venir pour qu'ensemble on organise ce tournoi pour l'élection du président Ouattara en 2015. Le tournoi de football Ado le bâtisseur se jouera pendant toute la période des vacances scolaires. Philippe Légré entend également initier la mobilisation par la culture, la musique notamment. L'MPT, l'école militaire préparatoire et technique de Bingerville, vient d'organiser sa traditionnelle fête de l'excellence. Elle a été marquée par la récompense des meilleurs élèves militaires et la double cérémonie de baptême de la 68e promotion des enfants de la troupe, suivie de la décoration du personnel de l'école. Et c'était en présence du ministre chargé de la Défense qui a par ailleurs annoncé des réformes au sein de l'MPT à compter de la rentrée 2015-2016. Le reportage d'Abou Sanogo. L'école militaire préparatoire et technique de Bingerville célèbre ses meilleurs élèves pour l'année scolaire 2014-2015. Les 3 premiers des classes de la 6e à la terminale ont été distingués. Le prix spécial du président de la République Alassane Ouattara est revenu à Paul Noniba Edi Ibrahim avec 17,23 de moyenne annuelle en 4e, également meilleur élève du premier cycle. Quant au prix du meilleur élève du second cycle, il a été remis à Ziao Kognon Ibrahim avec 15,18 de moyenne en terminale. La meilleure élève parmi les filles est en classe de 6e. Kwaku Orphelina a obtenu une moyenne de 15,30. Plusieurs autres prix ont été remis aux autres lauréats. Nous pouvons nous réjouir de l'actualité du BEPC. À cet examen, 99 candidats présentés, nos scores sont de 96 admis, une moyenne de 96,97%. Ce taux de réussite est nettement au-dessus de la moyenne nationale, qui est de 57,47%. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, a annoncé des réformes. À la rentrée scolaire 2015-2016, les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs seront ouvertes au sein de l'école. À moyen terme, un institut supérieur militaire polytechnique verra le jour. Autre temps fort de cette cérémonie, le baptême de la 68e promotion des enfants de troupes baptisée promotion Kwasi Kofi Félix, suivi de la passation du drapeau à la 69e promotion. Les décorations du commandant école et du capitaine TTI Gira et celles de 21 enseignants et une visite guidée de salles d'apprentissage ont mis fin à la cérémonie. L'école militaire préparatoire et technique de Bingerville a pour mission de donner aux enfants de troupes une formation morale, intellectuelle, technique, physique et militaire qui leur permet de participer dans les meilleures conditions au recrutement des cadres et techniciens, aussi bien dans les forces armées nationales de Côte d'Ivoire que dans les forces armées sœurs de la sous-région. Nous sommes dans la période du jeûne de Ramadan et justement, rompre le jeûne ou manger tôt le matin pour débuter le jeûne nécessite une alimentation appropriée. Nos reporters se sont intéressés aux mets consommés par les fidèles musulmans en cette période de Ramadan. Des beignets, des dattes, des fruits et du jus. Quelques aliments fortement consommés en cette période de carême musulman. Des mets vendus par les jeunes filles et les femmes dans les quartiers, mais aussi dans les divers lieux de commerce consacrés à la vente de ce type d'aliments. Mois de carême, nous tous on paye ça pour couper carême avec. Les femmes ils se débrouillent avec ça. Ça carême. Sans carême aussi, elle fait. Pour certains fidèles, la date constitue l'un des produits recommandés par la religion. Elle serait donc la plus consommée. D'autres, par contre, préfèrent le jus de fruits, de bissap, de passion, de gingembre ou encore le thé. C'est le bouilli, le biton, c'est tout. Généralement, je prends des dattes, puis la bouillie. Bon, à 4 h du matin, je mange du riz. À l'approche de la rupture, les commerçantes de mets et de jus se font plus visibles. Surtout les vendeuses de beignets, souvent submergées par les clients. Bien manger après le jeûne, cela a son importance. À la grande mosquée du plateau, le menu de la pâte alimentaire. Ne pas oublier cependant de consommer avec modération. Cela, selon les spécialistes, peut être à source d'indigestion.
Le Cameroun prend des mesures contre Boko Haram. Les autorités de Yaoundé, la capitale camerounaise, ont renforcé les contrôles à la frontière dans la région de l'extrême nord pour se protéger des infiltrations de combattants djihadistes de Boko Haram venus du Nigeria voisin. Il s'agit de dispositions pour permettre aux musulmans d'observer le jeûne du Ramadan en toute quiétude. Il s'appelait Hugues Menzier. Ce soldat a été tué début juin dans un accrochage entre l'armée camerounaise et les combattants de la secte Boko Haram. Il a participé à plusieurs opérations spéciales. Le caporal a été fauché lâchement par une balle adverse. 6 soldats camerounais sont tombés au combat depuis fin mai, depuis que l'armée camerounaise s'est déployée au nord du pays pour empêcher les infiltrations de djihadistes sur son territoire. Situé aux confins du Tchad et du Nigeria, l'extrême nord camerounais sous haute surveillance. En quelques semaines, l'armée a infligé de lourdes pertes à Boko Haram. Début juin, 120 membres de la secte ont été abattus. Les contrôles ont été renforcés à la frontière. Le nouveau gouverneur de la région invite chefs traditionnels et populations à collaborer avec les gendarmes. Des populations rassurées par cette présence militaire. Nous sommes tout à fait d'accord, nous les musulmans, je vais dire, de la présence effective sur le terrain des forces de maintien de l'ordre. Nous allons nous habituer, c'est une question de sécurité. En cette période sensible du Ramadan, les contrôles sont encore plus stricts. Interdiction de prier dans les mosquées après 18 h et à la nuit tombée, les taxis-motos n'ont plus le droit de circuler. C'est le moyen de transport qu'utilisent les djihadistes pour perpétrer leurs attaques et leurs enlèvements. Je rappelle avant de terminer que la finale de la Coupe du Monde opposera l'Allemagne à l'Argentine ce dimanche. Mais avant cela, demain samedi se jouera la petite finale. Ce match de classement opposera le Brésil aux Pays-Bas et bien sûr tous ces matchs vous seront retransmis en direct sur notre chaîne RTI1. Merci à vous tous de votre attention.